Alors, mes invités sont installés en plateau pour débattre avec nous de l'impact des réseaux sociaux sur les adolescents. On est dans un contexte particulier. On arrive après qu'une lanceuse d'alerte a divulgué des documents internes qui sont accablants à plusieurs titres sur Facebook, qui a réalisé une enquête justement sur cet impact potentiellement négatif d'Instagram sur les adolescentes, en l'occurrence, et a dû annoncer la mise sur pause de son projet Instagram Kids pour les enfants. On a aussi l'écrivain, philosophe Gaspard Koenig qui en a appelé dans une chronique aux Échos à l'interdiction des réseaux sociaux au moins de 16 ans. Alors, que faut-il penser de ce sujet? On en débat donc avec Laetitia Avia, députée de Paris, vice-présidente du bureau exécutif et porte-parole La République En Marche. Vous êtes bonjour, très engagée sur ces sujets de lutte contre la haine en ligne, notamment à travers la loi qu'on appelle Avia, qui devait contraindre les réseaux sociaux à retirer dans un délai de 24 heures les contenus illégaux. Alors sans passer par un juge qui a été censuré par le Conseil constitutionnel, mais quand même qui a donné naissance à des choses intéressantes, comme la création d'un parquet numérique ou l'observatoire de la haine en ligne. Et puis on retrouve certains principes de cette loi cyber-haine dans le nouveau texte qui renforce les principes républicains, qui a été publié au Journal officiel le 25 août. Et avec nous, Laetitia Avia, nous avons Cyril Di Palma, que l'on connaît dans Smartech, fondateur et délégué général de l'association Génération Numérique. C'est une association qui est agréée par l'Éducation nationale pour mener des actions d'éducation en milieu scolaire pour les élèves, à destination aussi des professeurs, mais des parents. L'association donc réalise des interventions faites à la fois de la prévention, de l'information et de la vulgarisation aux usages du numérique. Donc, tous les deux, vous connaissez très bien ce sujet du rapport entre les réseaux sociaux et les adolescents. Je voulais commencer avec vous, Cyril Di Palma. Vous réalisez donc des interventions en milieu scolaire. Est-ce que le sujet des réseaux sociaux revient sans cesse sur la table? Et si oui, avec quelles problématiques? Systématiquement. Donc c'est très souvent que les établissements scolaires qui font appel à notre association le font parce que le prisme des réseaux sociaux recouvre tout. En fait, on peut jouer, on peut se divertir, on peut s'informer, on peut communiquer. Donc tous les usages sont au sein des réseaux sociaux, donc il est logique qu'ils concentrent en eux-mêmes les problématiques que les établissements scolaires doivent avoir à gérer quand il y a des soucis dans les classes, dans les cours, entre élèves ou avec des élèves extérieurs. Et quel regard porte l'Éducation nationale sur cette question des réseaux sociaux? Il faudrait interroger M. Blanquer pour ça. Mais en l'occurrence, les établissements scolaires sont tenus, ils sont responsables de la bonne vie et du bon climat au sein de l'établissement. Même si des problèmes peuvent intervenir à cause de comportements qui peuvent avoir lieu en dehors de l'établissement. Donc c'est pour cette raison que notre association intervient majoritairement à la demande des établissements scolaires à cause ou grâce ou avec le sujet des réseaux sociaux. Laetitia Avia, à propos des réseaux sociaux et des mineurs, est-ce qu'il y a une doctrine gouvernementale? Alors, il n'y a pas de doctrine gouvernementale dans la mesure où le gouvernement ne peut pas entrer dans chaque foyer et considérer qu'un enfant peut ou non utiliser les réseaux sociaux. Et je pense d'ailleurs qu'il faut faire très attention avec ce débat. J'ai bien pris connaissance de la position de Gaspard Koenig, mais les réseaux sociaux font partie de notre vie. Font partie de notre vie et je pense qu'il faut prendre conscience justement de l'utilisation de ces réseaux sociaux par tous. Si on dit à des mineurs, à des adolescents qu'ils ne peuvent pas utiliser les réseaux sociaux à l'heure où concrètement c'est la première chose qu'ils regardent en se levant et c'est la dernière chose qu'ils regardent en se couchant. Oui. Si on essaye de leur interdire, ça ne sera qu'illusoire et je pense que cela ne fait qu'affaiblir les capacités de protection et d'accompagnement des mineurs. À partir du moment où quelque chose est interdit, eh bien, le jour où on est en présence de contenus violents, où on est soi-même la cible d'un cyberharcèlement, on a plus de difficultés à en référer à un adulte. D'autant que cette question, elle est ressurgie, là, elle a ressurgi avec la tribune de Gaspard Koenig, mais elle n'est pas nouvelle, elle a déjà été adressée au niveau de l'Union européenne et de la France. On s'est interrogé justement quelle était la majorité des enfants sur les réseaux sociaux. En France, on a décidé que c'était 13 ans, on s'est aligné sur les États-Unis. C'est 15 ans. En France, c'est 15 ans. À partir de 13 ans, ils peuvent s'inscrire. Et ça, c'est aligné sur la loi américaine de traitement, d'autorisation des traitements des données. Alors, expliquez-nous. À partir de 13 ans, un enfant peut s'inscrire sur des réseaux sociaux ou des plateformes de jeux vidéo avec l'accord de ses parents. Avec l'accord de ses parents, à 15 ans, c'est la majorité où il peut s'inscrire seul. Maintenant, dans la réalité, les enquêtes que nous menons Génération Numérique montrent que 2 tiers des enfants de 11-12 ans sont déjà inscrits sur au moins un réseau social.
Et cet accord parental, est-ce qu'aujourd'hui, il vous semble suffisant pour dire qu'il y a une protection des mineurs sur Internet ? Il n'est jamais suffisant, mais en tout cas, il est nécessaire. Et aujourd'hui, je pense que c'est aussi au niveau des parents qu'il faut avancer, notamment en matière de pédagogie. J'ai l'habitude de dire, on ne laisse pas un enfant seul sur un parking le soir, la nuit. Eh bien, c'est la même chose lorsqu'on le laisse seul sur son téléphone, son smartphone, sur les réseaux sociaux. C'est vrai que, d'autant plus avec la crise sanitaire, où les réseaux sociaux sont venus vraiment en substitut de nos relations sociales, justement, on a laissé de plus en plus ces réseaux intégrer le quotidien et être présents vraiment en continu dans la journée. Et finalement, les parents ne se posent pas la question de ce que voient leurs enfants, de ce qu'ils font sur ces réseaux sociaux. Il existe à la fois des formations pour les parents, mais également des applications. Je pense à celle de Bodyguard, qui va permettre aux parents de voir ce que leurs enfants reçoivent en matière de contenu haineux. Donc il n'y a pas d'atteinte à leur vie privée, parce que c'est aussi leur vie privée sur leurs réseaux sociaux, mais c'est une capacité aussi d'avoir un regard sur ce qu'ils reçoivent de violent, de négatif, de préjudiciable, et donc de pouvoir aussi jouer ce rôle parental, y compris dans la sphère numérique. C'est installer un contrôle parental, en plus de celui qui est déjà présent sur Internet, sur les plateformes numériques de communication qu'ils échangent. Ça tient à 13 ans, 14 ans, à 15 ans, ça semble compliqué. Mais je vais faire une analogie. Est-ce que vous envisagez d'apprendre à faire du vélo à vos enfants en leur donnant le vélo, et éventuellement un casque et des coudières, et les laisser dans la rue, comme le disait. Qu'est-ce qu'on doit leur apprendre alors ? Écoutez, justement, c'est une autonomisation progressive. De la même manière que vous allez lui apprendre à faire du vélo au départ avec les petites roues sur une voie privée, et vous allez progressivement enlever les roues, le mettre sur une route peu fréquentée, en lui expliquant qu'il y a un environnement, qu'il y a des interactions avec des automobilistes, des piétons, d'autres vélos, et lui expliquer cet environnement et donc du coup le comportement. Les réseaux sociaux numériques ne sont pas différents des réseaux sociaux physiques comme aujourd'hui. Donc il y a un comportement à adopter qui n'est pas différent de celui de la vie de tous les jours. C'est d'ailleurs une erreur de croire qu'il y a la vie virtuelle et la vie réelle. C'est la vie. Les réseaux sociaux numériques en font partie. Alors justement, et de la même manière, oui. Pour le vélo, les parents ont leur rôle à jouer, mais également l'éducation nationale avec notamment le programme Savoir rouler. Et bien également pour le comportement sur les réseaux sociaux, il y a, et nous avons voté dans la loi du 25 août 2021, une instruction obligatoire donc au risque numérique et au comportement civique sur les réseaux sociaux, à la fin de l'école primaire et à la fin du collège. C'est ce qu'on appelle le permis Internet. Permis Internet. Donc là, vous êtes dans, je dirais, la prévention, l'éducation. On a quand même aujourd'hui des problèmes au quotidien avec les réseaux sociaux et les adolescents. Encore récemment, une vidéo d'un étudiant, enfin d'un collégien ou un lycéen d'ailleurs, je ne sais plus, diffusée sur Internet qui montre avec quelle violence, en fait, il interpelle son professeur. Ces dangers sur les réseaux sociaux, ils existent malgré toutes les dispositions qu'on a prises, malgré toutes les lois. Quand vous dites qu'il n'y a pas de différence entre le virtuel et le réel, il y a aussi les lois sont les mêmes, c'est-à-dire que les lois s'appliquent. Le harcèlement dans la vie réelle est puni, il est puni également dans la vie en ligne. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus aujourd'hui pour répondre à ces problématiques? L'enjeu, c'est vraiment de s'assurer que ce qui est interdit dans l'espace physique soit également interdit, là de manière pragmatique, dans l'espace numérique. Et malheureusement, on avait des difficultés, notamment pour appréhender les auteurs, aussi au regard de la masse de contenus haineux, dangereux, de cyberharcèlement. Et c'est vrai que là, ça demande une action conjointe. Alors, une action avant tout des plateformes qui doivent modérer les contenus, qui doivent coopérer avec la justice et transmettre les éléments d'identification lorsqu'une action en justice est engagée. Pour l'instant, on a eu beaucoup de mal à obtenir une coopération vraiment avec la volonté de ces plateformes. C'est pourquoi on a mis des dispositions fortes avec une sanction financière. Les plateformes, ce sont des entreprises qui répondent à des objectifs économiques. Et donc, il est important que l'effet dissuasif, en fait, soit suffisamment fort avec des sanctions jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires mondial.
Alors justement, cette collaboration avec les plateformes, moi j'ai noté que Génération Numérique travaillait aussi main dans la main avec Instagram notamment, donc qui appartient à Facebook. Comment vous appréhendez leur implication sur ces sujets de société ? On s'en réjouit. On s'en réjouit à partir du moment où les acteurs sont responsables et donnent des moyens ou réalisent des campagnes qui vont dans le sens de l'éducation. Ça n'empêche qu'il demeure qu'il existe une responsabilité de modération, comme le signalait Laetitia Avia, ou de régulation. Mais en tout cas, sur le champ qui est celui de Génération Numérique, à savoir la prévention et l'éducation, qu'il contribue à faire en sorte que plus d'élèves, plus de parents, plus de professeurs bénéficient d'actions, d'informations de notre part, c'est de toute manière bénéfique pour tout le monde. Et alors sur le sujet d'Instagram Kids, on y vient donc projet qui a été mis en pause. Adam Mosseri dit « Nous voulons prendre le plus de temps pour parler avec des parents, des experts, pour savoir comment bien faire les choses. Est-ce qu'il y a une méthode pour bien faire les choses quand on adresse la toute jeune enfance finalement, parce que là on serait avant 13 ans ?» Il faut déjà se donner un niveau d'exigence et ne pas être juste dans un effet communicationnel. On a vu aujourd'hui avec le groupe Facebook, Instagram, que dès lors qu'on a un sujet qui devient grand public et dès lors qu'ils voient aussi un certain nombre de leurs annonceurs se retirer et de leurs grands comptes se retirer, eh bien on va avoir une grande annonce, une volonté de travailler ensemble, etc. Quels sont les résultats derrière ? Pour l'instant, je ne les vois pas. Donc, sur ce sujet-là, et qui est vraiment un sujet de protection des enfants, stop à la communication et il est temps de passer à l'action. Vos recommandations, Cyril Di Palma. Écoutez, ce n'est pas en créant un réseau social qui serait pour les moins de 13 ans qu'on résoudra les problèmes. Il existe déjà des plateformes de ce genre. YouTube a fait YouTube Kids pour les 6-9 ans, de mémoire, ou 9-13 ans, je ne sais plus exactement, mais enfin pour pouvoir permettre à des utilisateurs de naviguer dans un environnement plus sécurisé. C'est une chose, mais c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure avec mon parallèle sur le vélo. On met son enfant dans un univers déjà un peu plus sécurisé quand il est plus petit, pour pouvoir lui apprendre progressivement à ce qui va lui arriver. Là, l'idée, ce serait de créer un univers adapté à son âge. En tout cas, c'est la volonté. Quand on entend Facebook dire on veut travailler plus avec justement les experts, les parents, mais travailler sur quoi ? Oui. Si on est sur un système où on n'a que des enfants entre eux, mais toujours ce même système de like, toujours cette même viralité avec des algorithmes qui font que plus un contenu est polémique, plus il va se partager. Si on est dans un système qui continue en fait d'encourager, en tout cas d'alimenter le cyberharcèlement. Donc tuer les likes, par exemple, ça ce serait une option qui serait intéressante à envisager. C'est ce qu'on voit aujourd'hui des répercussions psychologiques en fait sur les enfants. Et pas que sur les enfants, en fait, en réalité, mais il y a peut-être une urgence pour les enfants. C'est ce système de like qui fait que l'absence de like est quelque chose qui dévalorise beaucoup la personne. Et dans un âge où ils doivent travailler à leur épanouissement, à leur acceptation de la personne qu'ils deviennent, eh bien, c'est un vrai problème. Et oui, ces réseaux sociaux, je le disais tout à l'heure, c'est parfois la dernière chose qu'ils regardent avant de se coucher. Les derniers messages qu'ils voient, ce sont des messages dénigrants, ce sont des messages d'insultes, ou alors de non-validation de ce qu'ils ont voulu porter parce qu'il n'y aura pas eu de like. Ou des modèles inatteignables pour ces jeunes filles qui se sentent toujours moins belles, moins intelligentes, moins fortes que celles qu'elles voient à sur se Instagram. Découvrir via des filtres, qui apprennent à s'exposer via des filtres. C'est cette dictature de la popularité, en fait, aujourd'hui, le principal danger des réseaux sociaux. De la popularité, c'est une chose, et de l'esthétisme aussi, parce qu'on parlait des filtres. Il est difficile, à l'adolescence, 80% des insultes ont lieu sur le physique. Et les agresseurs des adolescents et des adolescentes sont les ados eux-mêmes, en grande majorité. Donc, quand vous faites la course à la beauté, à l'esthétisme, doublée d'une course à la popularité, parce qu'à cet âge-là, comme le disait Laetitia Avia, il y a un besoin fort de reconnaissance par les pairs, vous avez deux facteurs qui font que les adolescents ont du mal à se mouvoir dans cet espace et à évoluer d'une manière sereine et constructive. Vous êtes partisane d'une régulation des GAFA, Laetitia Avia. Est-ce que vous pensez vraiment que ce sont les États, aujourd'hui, c'est eux qui ont le pouvoir de réguler ces plateformes, qui doivent décider de ce qu'elles peuvent faire ou non ?
Oui, et ce sont les États qui ont la légitimité pour faire cela. Nous avons voté une loi en France, mais surtout la Commission européenne prend le relais. Et donc l'objectif, c'est d'avoir à l'échelle européenne un cadre de protection d'Internet. Et ça, je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse dessus. Ça fait 20 ans qu'on a laissé les choses se faire, qu'on a laissé ces géants du numérique se comporter comme de petites start-up qui, en fait, faisaient avec de petits moyens, ne savaient pas comment gérer leurs algorithmes. Aujourd'hui, il est temps d'ouvrir les yeux et de dire qu'on est en face de géants qui ont des moyens colossaux, qui engrangent des bénéfices sur aussi des contenus haineux et sur du cyberharcèlement, et que le rôle de la puissance publique, c'est de mettre un terme à cela. Alors, on rappelle quand même que le règlement européen sur la protection des données nous dit que, justement, pour les 13-14 ans, le consentement des parents est requis pour la collecte de données. Il existe aussi un droit à l'oubli spécifique pour les moins de 18 ans qui peuvent demander directement d'effacer toutes leurs données sur les réseaux sociaux et les plateformes. Est-ce que ça, ce sont des principes de régulation au niveau des États? Est-ce que cette régulation est suffisante? Elle n'est pas suffisante sur le sujet que nous abordons ici. C'est pourquoi, au sein de la Commission européenne, a été déposé donc le Digital Services Act, qui sera débattu, et notamment dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Mais ce que nous dit déjà le RGPD... Est-ce que c'est un problème de plus de régulation nécessaire, ou est-ce que c'est un problème d'application ? C'est un problème de régulation, c'est un problème d'obligation. Qu'est-ce qu'on demande aux plateformes ? Qu'est-ce qu'on leur demande en termes de transparence, de diligence, de vigilance? Concrètement, on leur demande de ne plus détourner le regard. Et ensuite, les États, avec leurs régulateurs, donc en France le CSA, vont pouvoir auditer, vont pouvoir regarder les algorithmes, vont pouvoir donner des recommandations. Et vous pensez que les plateformes vont pouvoir révéler les secrets de leurs algorithmes? Elles vont devoir le faire. Vous évoquiez tout à l'heure le RGPD. On va pouvoir vérifier. Et elles vont devoir le faire, sinon c'est 6% du chiffre d'affaires, c'est beaucoup. Regardez le RGPD, ça a commencé à l'échelle européenne, puis maintenant c'est quelque chose qui n'est même plus questionné et qui a traversé l'Atlantique. Donc là aussi, l'Europe se fait faire de lance de la modération. Problème d'application. Et l'Europe se fait faire de lance de la modération et de la régulation de la modération pour un Internet plus protecteur dans le monde en réalité, parce que ces frontières n'existent pas. Sur l'application, qu'en pensez-vous, Cyril Di Palma? Est-ce qu'aujourd'hui on est assez fort face aux plateformes? Assez fort, les États sont assez forts pour en effet permettre de réguler, de donner un cadre un peu plus civilisé peut-être. Mais le faire appliquer. On avait l'impression que c'était peut-être une jungle il y a 20 ans, on a peut-être toujours l'impression que c'est une jungle, en tout cas qu'il y ait des règles qui s'imposent. Après, l'application des règles vont aller de soi aussi avec le temps. Peut-être la mise en application de la protection, de le pseudonymat, et on entend beaucoup du sujet de l'anonymat sur Internet, en fait c'est un pseudonymat. Absolument. Donc ça existe déjà. Retrouver quelqu'un, il est possible de retrouver un haineux sur Internet. Donc il y a parfois une différence entre un discours peut-être public ou médiatique ou populaire, alors que la réalité est tout autre. Je parle du pseudonymat notamment. Donc le droit à l'oubli, c'est pareil. Le droit existe, le faire appliquer, c'est encore autre chose, mais au moins il existe et il est possible de le faire appliquer. Donc il faut que ça se construise. Ça ne se construit pas en 2 temps 3 mouvements. C'est une démarche de long terme. En effet, face aux États, il y a des acteurs économiques avec un poids plus ou moins important, mais avec qui ont aussi une capacité d'innovation et de proposer des services toujours nouveaux. Donc c'est aussi aux législateurs de s'adapter aux nouveaux services qui sont offerts pour des nouvelles populations. Les détournements que les populations font, parce que quand bien même il est interdit par les plateformes elles-mêmes aux moins de 13 ans de s'inscrire, il y a des moins de 13 ans qui s'inscrivent. Bien sûr. Donc on voit bien qu'il y a même pour ces plateformes la difficulté de respecter leurs propres règles. Et on ne parle même pas des règles qui leur sont imposées par les États. Donc on va tous, j'espère, dans le même sens, qui est d'un Internet un peu plus serein, un peu plus sûr, un peu plus civilisé, chacun à notre niveau. C'est vrai que c'est une course à la vitesse aussi. Je parle du problème d'application, c'est que les choses évoluent tellement vite. Est-ce que le droit, l'État, les réglementations peuvent suivre ce rythme de l'innovation? Alors en France, on a fait très vite. Moi, ça fait 3 ans que je suis sur le sujet, mais en réalité, entre le moment où on a voté ma première proposition de loi à la censure et puis ensuite les nouvelles dispositions qui ont été votées, on a fait ça très vite parce qu'il y avait urgence. Ensuite, moi, je pense que ce qui fera vraiment bouger les choses, c'est à la fois la loi,
mais aussi la pression. Et la pression, elle est sociétale. Il n'y a pas une journée où je n'entends pas parler de problèmes sur les réseaux sociaux. Et il y a un ras-le-bol dans la société. En fait, les gens ont envie d'utiliser leurs réseaux sociaux, mais ils en ont marre de ce qu'ils y voient. Ils en ont marre de subir, en fait, ce climat anxiogène aussi, et cette viralité de tout ce qui porte atteinte à la dignité de l'autre. Et plus de personnes s'élèveront contre cela, plus les plateformes se sentiront aussi obligées de changer leur modèle. Ouais, il parce faut qu'elles ont aussi besoin d'utilisateurs. un sursaut collectif, parce qu'on est tous utilisateurs de ces plateformes. Merci beaucoup pour vos éclairages, vos commentaires. Laetitia Avia, députée de Paris, vice-présidente du bureau exécutif et porte-parole de La République En Marche, et Cyril Di Palma, fondateur délégué général de l'association Génération Numérique. Merci beaucoup. Juste après la pause, dans Smart Tech, on se retrouve pour parler de cybersécurité avec un très beau coup de filet de la police ukrainienne.